Eh bien, c'est un livre, La Rage du canard sans tête, que j'aurais préféré ne pas écrire. Je pensais, mon côté optimiste, naïf, pensait que à partir de l'été 2020, les choses rentreraient dans l'ordre, non pas parce que le virus aura disparu, ça je n'ai jamais cru que le virus pouvait disparaître, puisque au moment du déconfinement, on avait autant de cas de contamination à peu près que la veille du premier confinement. Donc, mais simplement, bon, les températures ayant remonté, le taux d'humidité ayant baissé, les gens sortant, etc., eh bien, on a vécu une sorte de rémission dans la circulation de ce virus, sans qu'il y ait d'ailleurs aucune contrainte. Il n'y avait ni couvre-feu, ni confinement pendant juin, juillet, août, septembre. Et pourtant, le virus avait regressé. Et donc j'avais naïvement, mon côté optimiste s'était dit, bon, ben, c'était qu'un petit cauchemar. Le bon sens va finir peut-être par l'emporter, et on va éviter de nous remettre encore une fois dans le sillon mortifère de ce qu'a été ce confinement, qui est en fait la base, le péché originel de cette année absolument monstrueuse et grotesque que l'on vient de vivre. Hélas, non, ça ne s'est pas passé. Mon petit doigt me disait quand même, malgré mon optimisme, mon petit doigt me disait que une fois qu'on a placé ses roues dans ce sillon, un peu comme une voiture qui est embourbée dans un chemin avec de la boue, une fois que le sillon est tracé, eh bien on ne peut plus changer de voie. Mon petit doigt me disait que comme on a fait la découverte surprenante du confinement, et qu'on a estimé, pour une raison qui m'échappe, que c'était un succès, alors que pour moi c'est un échec absolu, c'est même un échec dramatique, eh bien que si jamais la situation venait à se dégrader, eh bien on remettrait les roues dans le même sillon. C'est ce qui s'est passé une deuxième fois, et puis là, voilà, hier, une troisième fois. Donc l'année qui vient de s'écouler, pour moi, a été monstrueuse et grotesque. Monstrueuse, alors selon plusieurs aspects, je ne parle pas des morts par le virus, je parle de la gestion de cette crise. Ne serait-ce que du point de vue sanitaire, déjà, j'ai du mal à comprendre comment se fait que l'hôpital soit devenu le centre de la cité. Le centre de la cité au sens où toutes les activités humaines sont soumises, en fait, au taux de remplissage de 3 petites salles dans chaque hôpital. Tout le reste n'a finalement aucune importance. Ce qui compte, c'est ce qu'on appelle la tension réa, qu'on nous indique jour après jour dans l'application Tous Anti-Covid. C'est le premier chiffre qui s'affiche, c'est celui-là, pour nous rappeler qu'on est toujours malade, tous collectivement malades. Et donc, cette tension réa, en fait, est l'alpha et l'oméga de notre civilisation depuis un an. Et on peut arrêter de vivre en fonction de ce taux de remplissage. C'est ce que j'appelle dans mon livre la reductio ad hospitium, c'est-à-dire tous les chemins mènent à l'hôpital, mènent à cette tension. Alors le paradoxe, c'est qu'on pourrait dire, finalement, puisque c'est à ce point important, créons des lits, ouvrons des lits. Eh bien, on nous explique que non, ce n'est pas possible. On refuse de le faire. Alors tantôt, on refuse de le faire. Tantôt, là par exemple, hier, le président de la République a dit on va créer 10 000 lits. Donc ça veut dire qu'on était capable de le faire, il y a un an, de créer 10 000 lits. mais finalement, on n'a pas voulu le faire pendant un an. Le paradoxe étant que ce taux de remplissage, en effet, conditionne la vie de millions de gens et la détresse de millions de gens, la détresse économique, la détresse psychologique. On va y revenir plus en détail. Voilà, donc la première monstruosité, c'est celle-là. C'est le fait de ramener toute la vie humaine à ce taux de remplissage et à faire croire qu'on est une société de malades
Alors, le fait qu'on soit une société de vieux et de grabataires, ça, oui. Nous sommes en France un pays d'hypocondriaques, hein, bien sûr. Nous sommes les premiers consommateurs de médicaments antidépresseurs. Mais je n'imaginais pas que l'on pouvait imposer à ce point l'hôpital au centre de l'univers, comme forme ultime de gravitation. Alors, première monstruosité. Deuxième monstruosité, ce qu'on a vu dans les EHPAD. Les pauvres passagers des EHPAD, qui sont une espèce de mouroirs, hein, un peu programmés, se sont pris 1 an de prison ferme, juste. Pendant 1 an, on les a privés, pour leur propre bien, de leurs droits civiques, de circuler, de sortir par exemple, et on les a enfermés avec leur propre argent. En plus, le paradoxe, la cruauté de cet exercice, c'est que les plus fragiles se sont fait enfermer avec leur propre argent. C'est eux qui payent, ceux qui financent pour une bonne partie les soins en EHPAD avec leur retraite, et on leur a interdit de sortir. On a fini par les libérer après un an ferme, et tout en n'ayant rien protégé du tout, ou si peu, peut-être à la marge, parce que, en fait, 100% des morts en EHPAD sont des morts nosocomieux. Ils ont contracté la maladie en EHPAD, ne pouvant pas sortir, hein, et transmis par les soignants. Donc ceux qui devaient les protéger les ont contaminés et les ont fait mourir. Voilà. Mais ça, il ne faut pas le dire, bien sûr. Il ne faut pas le dire. Il y a donc cette espèce de film absolument monstrueux fait partie de de ce qui m'a vraiment traumatisé. Mais c'est pas tout. Je me suis aperçu depuis 1 an que, en fait, la Constitution de la France, cette espèce de chose grandiloquente, hein, on dit le principe inscrit dans la Constitution, etc. La Constitution de la France n'est qu'une feuille de chou qui ne vaut rien, parce que des principes fondamentaux qui sont inscrits dans la Constitution sont juste mis entre parenthèses, et au bon vouloir de l'exécutif, hein, qui va nous autoriser ou pas de circuler librement, par exemple. C'est inscrit dans la Constitution. D'aller voir ses proches, c'est inscrit dans la Constitution. Vous ne pouvez pas l'interdire. A priori, je pensais naïvement, on ne pouvait pas l'interdire. Exercer un travail, je pensais qu'on ne pouvait pas l'interdire. C'est interdit. Créer son entreprise, a priori. Tout ça s'est mis en veilleuse ou compromis, et même la liberté de culte, hein, qui est jusqu'à récemment, en fait, pendant le 2e confinement, hein, on n'avait pas le droit d'aller prier. Donc, donc il faut arrêter avec la grandiloquence de la Constitution. La Constitution, depuis 1 an, enfin, avec ce qu'on a vécu cette année, ça ne vaut plus rien. Voilà. Il faut bien que les gens comprennent que leur Constitution, ce qu'on leur a appris à l'école, ce n'est que du vent. Et c'est monstrueux, en fait. Oui, s'en apercevoir, s'en rendre compte, c'est monstrueux. L'autre monstruosité abominable, c'est le sort qu'on a fait aux jeunes et aux jeunes actifs. C'est-à-dire, en gros, les 18-30 ans. On a d'abord, on les a accusés en juillet, août, septembre, octobre. On les a accusés, l'exécutif les a accusés, les médecins les ont accusés d'être les vecteurs de la maladie. Et on n'arrêtait pas de faire, comment dire, de leur mettre, de les enduire de moraline, comme quoi un jeune c'est con et ça passe son temps à faire la teuf avec ses potes, et que au cours de ces teufs avec ses potes, il se contamine, etc., et que c'est à cause d'eux, en fait, qu'on est dans la mouise. C'est à cause d'eux que la 2e vague est arrivée. Et suite à ça, évidemment, en plus donc, de cette moraline, on les a punis en sucrant leur job, leur stage, leur petit boulot. On sait très bien hein, de quoi vivent les jeunes. Hein. Ils vivent de petits boulots. À quel point c'est difficile d'avoir un stage en entreprise. Le nombre de stages, ça se compte en centaines de milliers. Le nombre de stages qui sont évaporés. On a fermé les facs. Et donc on les a privés de leurs études. On les a mis dans une espèce de torture de l'enseignement à distance, hein, qui est un ersatz d'enseignement. Et pas, ça ne correspond pas
avec toutes les inégalités, bien sûr, accès au Wi-Fi, comment, en fonction de comment c'est chez vous, si vous êtes dans un petit logement, c'est pas pareil que si vous êtes dans un grand logement, etc. Donc, et in fine, et en plus, on les a privés de vie sociale. Donc, ce qui compte incroyablement, ce qui est incroyablement important à cet âge de la vie, c'est de faire des amis, de faire des rencontres amoureuses, par exemple. Eh bien, les âgés au pouvoir, l'exécutif a dit non, ça n'a aucune espèce d'importance. Prenez votre mal en patience et votre vie professionnelle est spoliée, votre vie étudiante, votre formation est spoliée pour être resté propre. Et en plus, on vous interdit de vous rencontrer. Voilà. Et cerise sur le gâteau, bien sûr, la dette, l'espèce de milliard qu'on a injecté dans l'économie pour essayer de la soutenir un petit peu, eh bien, cerise sur le gâteau, cette dette va être remboursée par les jeunes en majorité. C'est pas les passagers des EHPAD qui vont la rembourser, ni les retraités. Ça va être les jeunes. Et là, le truc en plus assez dingue, c'est qu'on nous parlait sans arrêt de solidarité, le grand mot, solidarité avec les personnes vulnérables, mais cette solidarité n'a pas du tout fonctionné dans l'autre sens. C'est-à-dire que les retraités, personnes vulnérables, n'ont pas déboursé un centime, pas 1 euro n'a été payé pour soutenir les jeunes, par exemple, qui, eux, perdaient leur emploi, ou se retrouvaient sans formation, etc. Et donc, en fait, la solidarité n'était que une façade pour dire très clairement, nous sommes une société de vieux, nous l'assumons, et entre les retraités et les jeunes, nous, exécutifs, nous avons choisi les retraités. Alors ensuite, on peut discuter sur pourquoi on l'a fait. Je pense que parce que les retraités votent, par exemple, alors que les jeunes votent beaucoup moins. On l'a choisi parce que les retraités savent s'organiser ou sont mieux organisés et peuvent crier, etc. Les jeunes c'est divisé, les jeunes c'est parcellaire, les jeunes sont déboussolés, ils doivent tout reconstruire dans cette période. Et finalement sont extrêmement vulnérables économiquement et donc ne comptent pour rien dans les choix faits par le gouvernement. La chose en plus la plus sadique, c'est ces espèces de larmes de crocodile que Macron, Castex, etc. versent périodiquement sur cette jeunesse, en leur disant voilà, il est dur d'avoir 20 ans en 2020, a dit Macron, mais c'est une hypocrisie totale. Ou l'espèce de lancement d'un site, alors là c'est de la démagogie absolue, le lancement du site « Un jeune, une solution ». Donc pour juste compiler en fait des offres d'emploi de Pôle emploi et que des jeunes puissent à un moment donné appeler un conseiller ou être contactés par un conseiller. C'est se foutre de la gueule du monde. Et voilà, tout ça, c'était monstrueux. Le grotesque, on en a eu aussi. Le grotesque, ça c'est notre spécialité en France. Le grotesque, c'est bien sûr l'attestation de déplacement, c'est bien sûr toutes les règles qui vont et viennent, et s'annulent et reviennent, etc. C'est la clause de revoyure, la fameuse clause de revoyure. Il y a eu tout un vocabulaire d'ailleurs né de la crise. Voilà. Donc tout ça malheureusement a nourri mon livre et voilà, donc je ne pouvais pas ne pas le raconter de ce point de vue-là, parce qu'en plus j'avais l'impression, et cette impression perdure un peu moins après un an. Après un an, les gens commencent à se rendre compte un petit peu, mais j'avais l'impression d'être vraiment seul. Au contraire, autour de moi, des gens réclamaient d'être plus confinés. Sans arrêt, on disait mais pourquoi n'a-t-il pas confiné avant? On le dit d'ailleurs toujours aujourd'hui. Pourquoi le 29 janvier n'a-t-il pas confiné? Pourquoi les gens sont demandeurs d'être encadrés, sont demandeurs d'être paternés en fait, et ils sont hypocondriaques à un degré incroyable pour un virus dont le taux de létalité, rappelons-le, est au mieux, enfin au pire, plutôt, de 0,5%, c'est-à-dire en gros 3 à 5 grippes ordinaires. Et donc, les dégâts, je les voyais.
J'espérais ne pas être le seul à les voir, mais faut l'admettre, on est une minorité hein, à le ressentir comme ça. Je ne pouvais pas ne pas l'écrire. Le canard sans tête, c'est l'exécutif qui en effet ne sait pas comment gérer cette crise. Alors, il ne sait pas ou il ne veut pas le savoir pour un nombre de raisons incalculables. Hein, d'abord par incompétence, ensuite par lâcheté, et finalement par opportunisme aussi. Parce que une des choses qui m'interpelle, c'est que pendant cette année, donc on a eu vraiment l'improvisation. C'est de là que je pars hein, dans mon livre. L'improvisation a été érigée en principe de gouvernement. C'est-à-dire que, en effet, d'une semaine à l'autre, on ne sait pas ce qui va nous arriver. On a l'impression d'ailleurs que le gouvernement non plus ne sait pas ce qui va nous arriver. Mais en fait, il le vit plutôt bien. L'exécutif le vit plutôt bien. Les Français sont dans le brouillard, dans un tunnel noir avec du brouillard sans lumière, mais l'exécutif finalement s'est habitué à cet exercice qui consiste à nous annoncer in extremis des mesures qui sont ensuite modifiées, abolies, ajustées, polies et acceptées ou pas, et puis en fonction de comment c'est accepté, on réajuste notre marche. Et je me suis dit, en fait, le fait de pouvoir gouverner par improvisation, c'est une force considérable. Et sans que le gouvernement soit interpellé, ou pas trop en tout cas, sur cette façon-là de procéder. Le grand bénéfice, c'est que quand vous saupoudrez comme ça de mesures, et de mesurettes, de contre-mesures, et de choses qu'on applique à ceux qui sont non essentiels, à ceux qui sont par rapport à ceux qui sont essentiels, etc., c'est que vous divisez en fait les Français, vous divisez les citoyens. Déjà vous les avez divisés en essentiels et non essentiels. Hein. Autre monstruosité que jamais je n'aurais cru pouvait arriver dans un pays civilisé. Hein. C'est-à-dire que vous avez classé le gouvernement, le canard a classé les gens en essentiels et non essentiels, et ceux qui sont non essentiels sont des citoyens de seconde zone à qui on interdit de travailler. Et travailler, ce n'est pas que remplir son compte en banque avec de l'argent. Travailler, c'est aussi transmettre des valeurs, son savoir-faire, c'est se faire plaisir aussi en travaillant, j'espère. Et donc, travailler n'est pas une punition. Alors, pour beaucoup, si, mais pour beaucoup, non. Mais c'est vu. Alors, donc, le classement en essentiel, non essentiel, dramatique, consternant classement, permet de diviser les gens, offre l'avantage tactique que Pierre se préoccupe de son petit jardin à Pierre et se dise, Paul, finalement, oui, je suis mieux loti que Paul. Moi au moins, donc moi j'ai mon couvre-feu qui commence à 19h, lui son couvre-feu est à 18h. Moi là, les remontées mécaniques sont fermées, je m'en fiche, je suis pas professionnel de la montagne, etc. Les coiffeurs sont fermés, je m'en fiche, je suis pas coiffeur. Et donc le comble ayant été atteint avec les espèces de farces grotesques d'interdire à la vente les produits qui sont en supermarché. C'est-à-dire que comme certaines boutiques sont fermées, on a obligé les supermarchés de bâcher les rayons livres, par exemple, lors du deuxième confinement, ou les petites culottes. Et donc, avec une distorsion de concurrence bien sûr massive, enfin tout ce qu'on a dit là-dessus, l'espèce de priorité boulevard offert à la vente en ligne, eh bien les gens se sont calmés dès lors qu'on a interdit aux supermarchés de vendre. C'est-à-dire que tant que les supermarchés pouvaient vendre des livres, les libraires criaient « Oh là 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 là, c'est quand même scandaleux, on nous a fermés », alors que les supermarchés vendent des livres. Le jour où on a fermé les supermarchés, eh bien, les libraires ou les vendeurs de petites culottes se sont calmés parce que, en fait, rien ne
calme autant un cul-de-jatte que quand on coupe une jambe à son voisin. Ça le soulage, en fait. Et ça, c'est un avantage tactique, évidemment, pour l'exécutif qui divise et qui fait progresser, qui donne l'illusion de faire quelque chose, alors que c'est avant, arrière, côté. Son mouvement est imprévisible. En réalité, c'est une sorte de mouvement brownien, pour prendre un terme physique, où la probabilité qu'on le retrouve à tel endroit plutôt qu'à un autre, voilà, tout en d'ailleurs en nous bombardant de sentences du style rien n'importe plus que la transparence et il faut créer de la prévisibilité. Donc c'est assez fou, hein. C'est comme pour les lits d'hôpitaux. Donc on ne peut pas en créer, sauf le jour où on peut en créer, mais on peut en supprimer, puisqu'on en a supprimé un certain nombre avant. Donc bon, tout ça c'est assez monstrueux, pathétique et grotesque, mais c'est stratégique et ça fait que le gouvernement survit en fait. Et ce qui fait que aussi, je pense, il n'y a pas de protestation massive avec des gens dans les rues. Dans les casseroles qui applaudissent aux fenêtres, le centre de gravité du livre, c'était la soumission, en fait. L'enthousiasme même avec lequel la population a accepté qu'on les prive de leur liberté fondamentale, d'être enfermés, d'être maltraités, hein, soyons clairs, d'être réellement une sorte de matraqués. Hein, il y avait un plaisir masochiste à recevoir ces leçons de morale, ce matraquage, ce confinement. Là, dans d'ailleurs, qui s'est évaporé, hein, on l'a dit, hein, les gens n'applaudissent plus aux fenêtres. C'est étrange. Pourquoi donc le deuxième livre, La marche du canard sans tête, c'est plus la façon dont l'exécutif, la façon dont la technocratie de santé aussi, a imposé un rythme imprévisible, en fait, à cette crise. Il y a quand même aussi une chose étonnante qu'on a vécue depuis un an. Il y a des secteurs donc sinistrés, hein, bien sûr, la culture est sinistrée, l'habillement est sinistré, tout un tas de secteurs sont sinistrés parce que fermés administrativement, empêchés de travailler, mais il y a des gens qui ont connu une épiphanie pendant cette année. Je pense notamment à l'administration française. L'administration française s'est éclatée à formuler ses règles et contre-règles comme elle n'a jamais fait dans les siècles précédents. Elle a joui de cette attestation de déplacement, de la jauge à appliquer dans les commerces, de la clause de revoyure et autres monstruosités. Elle a comment gérer les déchetteries, par exemple, ce genre de choses, et toutes les exceptions qui vont avec, c'est quelque chose qui l'a fait lui et par essence fondamentalement plaisant à l'administration. Les autres catégories qui ont connu une épiphanie, il faut le dire, c'est la haute administration de la santé, et on voyait certains docteurs, certains médecins plus présents sur BFM TV que au sein de leurs hôpitaux. Hein, c'est le fait d'avoir comme ça à portée de main 68 millions de cobayes réellement sur lesquels on peut expérimenter confinement, couvre-feu, etc. en fonction du taux de remplissage de mon petit hôpital, doit procurer, j'imagine, un sentiment de puissance et d'importance qui flatte énormément ces personnes. Et la troisième grande catégorie qui s'est émerveillée de ce qu'on a vécu, ce sont les médias. Tout à fait en résonance d'ailleurs avec les médecins, les gentils médecins, et un peu comme la symbiose, un peu comme la fleur et l'abeille. Hein. Donc le gentil médecin vient voir le média qui lui ouvre grand ses portes
et tout le monde est gagnant. Les médias, d'ailleurs, passent leur temps, là, par exemple, après l'intervention du président de la République, passent leur temps à faire le service après-vente des nouvelles mesures. On passe, là par exemple, là je regardais ce matin, France Info, c'est qu'avons-nous donc le droit de faire ou de ne pas faire maintenant. Ensuite, sur le live du Monde, c'est poser les questions sur ce que vous pouvez faire, ou pareil, c'est comment pouvez-vous vous adapter à ces nouvelles règles qui tombent périodiquement. Mais ce n'est pas, dans mon sens, hein, ça ne devrait pas être ça le travail des médias. Le travail des médias devrait être par exemple de poser des questions à l'exécutif. Pourquoi donc, exécutif, tu as dit hier que tu pouvais créer 10 000 lits supplémentaires à l'hôpital, ou le porter à 10 000 lits, pourquoi diable ça t'est pas fait il y a un an? Silence de l'exécutif. Ce genre de question n'a pas été posé dans les médias. Bon, alors ensuite on peut analyser pourquoi, pourquoi ça n'a pas été fait. Je pense par incompétence fondamentale des journalistes dans le domaine scientifique, déjà, et d'un. Il y a très peu de journalistes qui savent lire un tableau de statistiques. Et pourtant, on a été gavé de statistiques. Santé publique France ne cache pas ces statistiques. Et une des choses les plus frappantes aussi dans ces statistiques, c'est que si on veut bien juste les regarder, c'est que la médiane des morts, c'est 85 ans, si vous voulez. Donc la moitié des gens qui sont morts du Covid à l'hôpital, hein. Donc si on en ajoute l'EHPAD, c'est encore plus. Donc ont plus de 85 ans. 85 ans, c'est plus que l'âge de l'espérance de vie à la naissance. Et donc, mais on nous a fait croire, on continue de nous faire croire, le président de la République continue de nous faire croire que ce sont les jeunes qui tombent malades, presque. Alors, ça ne veut pas dire que les jeunes ne tombent pas malades, mais ça veut dire que c'est un énorme mensonge par omission. Un énormissime mensonge par omission. Et tout ça, en effet, sert à asseoir cette société de grabataires dans sa complaisance vis-à-vis de sa maladie. Voilà. Alors, ce qu'on a vécu là depuis un an, on n'est pas le seul pays à l'avoir vécu. Hélas, hélas. La plupart des grands pays occidentaux ont suivi plus ou moins le chemin du canard sans tête français. Non pas en s'inspirant de nous, mais dans une sorte de... On est à chaque fois en train de regarder que font les voisins, et on recopie ce que font les voisins. Un des exemples les plus flagrants là qu'on a vu récemment, c'est avec le vaccin AstraZeneca. Dès qu'il y a un pays qui a des doutes sur l'efficacité du vaccin, sur ses effets secondaires, eh bien l'ensemble se fige, et la seule explication qu'on nous donne, c'est « oui mais les Allemands ont des doutes, oui mais les Norvégiens ont des doutes ». Et donc en fait, cette espèce de gestion improvisée est le lot de tous les pays qui nous entourent, à quelques exceptions rares. Les deux exceptions en Europe que je connais, c'est la Suède et la Lettonie, mais qui ont été les plus humaines, en fait, dont la gestion a été la plus humaine de ce qu'on a vécu. Justement, en s'interdisant un confinement mortifère. Mais moi, dans mon livre, malheureusement, moi ce que j'ai sous la main, c'est la France, donc je m'acharne sur la France. Mais en effet, la structure de l'État, en réalité, et ça c'est une autre réflexion assez importante, on s'aperçoit que malgré nos différences, on dit oui, les Allemands ne sont pas comme les Français, qui ne sont pas comme les Italiens, etc. Mais c'est faux. En fait, la structure de l'État et la structure de l'appareil de santé à l'intérieur de cet État est exactement la même, qu'on soit en Italie, en France, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, etc. Vous avez un corps de santé, de la haute administration de la santé, qui impose son agenda, qui a imposé son agenda à tous ces pays il y a un an. Et ensuite, la manière de procéder, la manière de gouverner, l'État, en fait, l'État, c'est le plus froid des monstres froids, disait Nietzsche. Moi, je dirais le plus reptilien, l'État reptilien, est semblable en réalité
de pays en pays et fonctionnent selon les mêmes principes qui sont... on scrute ce que pense l'opinion, on fait semblant de prendre des mesures, mais on ne sait pas si ça va marcher, mais on les prend quand même. Mais le confinement, les 3 confinements, par rapport à vous voyez, il y a quand même un énorme problème. AstraZeneca, on suspend la vaccination d'AstraZeneca juste parce qu'on a un doute sur les effets collatéraux de ce vaccin. Et on vient de subir on est en train de subir le 3e confinement, sans que la moindre question ne se pose sur les effets, sur les dommages collatéraux colossaux de cette mesure. Et j'entends des médecins qui me disent, en longueur de journée, sur BFM TV, etc., qui me disent, il n'y a que 2 méthodes qui marchent, le vaccin et le confinement. Mais le confinement, si tant est qu'il marche, ce qui reste à prouver, en réalité, ce qui reste à prouver, les effets secondaires du confinement sont tels que n'importe quel médecin sensé devrait arrêter tout de suite l'expérimentation sur nous, sur la population qui sert de cobaye dans cette histoire. Voilà. Oui, c'est un livre qui ne tape absolument pas sur les énarques. Voilà. Contrairement à ce qu'on voit sur le bandeau, c'est sur certains énarques. Voilà, il y a, je suppose, des gentils énarques, des intelligents énarques et des sous-doués énarques. L'énarchie n'est pas homogène. Voilà. Ce n'est pas un livre anti-élite que le bandeau pourrait un petit peu rapidement faire croire. Non, mais il se trouve que Macron, Castex, Philippe, Alexis Kohler, etc., sont énarques. Et il se trouve aussi que, quand j'entends Emmanuel Macron parler de comment il considère, comment il voit l'économie, j'entends quelqu'un qui a fait du plan, par exemple, de la gestion du plan, sa colonne vertébrale. Pour lui, l'économie, en fait, se résume aux usines, à l'agriculture, au BTP et aux services publics. C'est tout, en fait. C'est ça qui est important, et bon, éventuellement, les groupes du CAC 40. C'est ça qui est important pour l'énarchie, le petit noyau magique qui nous impose ce qu'on a vécu depuis 1 an. Mais en réalité, en effet, des pans entiers en fait, de l'économie sont invisibles pour ces énarques-là. Hein, donc, il les considère comme annexes, complètement annexes. Tous les petits, tous les Opinel, producteurs de couteaux, tous les Staub, Cocotte Minute, tous les Occitane, etc., sont complètement annexes de la grande problématique de l'énarchie traditionnelle telle qu'elle a été formée dans les années 50, c'est-à-dire il y a 3 piliers, usine, agriculture, service public, et c'est tout. Donc c'est ça le fond de mon attaque. Voilà, ils vivent dans un autre monde, ils sont déconnectés, ils vivent dans un monde des années 50, à essayer de gérer un pays de grabataires.